bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire une réaction à une chaîne YouTube et j'ai choisi aujourd'hui la chaîne de Victor Ferry Business. Pourquoi j'ai choisi cette chaîne? Parce que finalement, c'est une chaîne que j'apprécie. Je pense qu'on sera tous les deux d'accord pour dire que l'investissement, c'est un effet de levier extraordinaire pour s'enrichir sur le long terme. Par contre, sur la manière de faire, clairement, on n'est pas du tout d'accord. Donc dans cette vidéo, je vais reprendre des choses qui reviennent assez souvent dans les vidéos de Victor, et je vais vous donner mon point de vue, je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur. On n'est pas là pour critiquer pour rien, pas du tout. Victor Ferry, c'est quelqu'un en tout cas que j'apprécie à travers ses vidéos, et s'il peut voir ses vidéos et la regarder jusqu'au bout, et qu'un jour il veut qu'on échange à ce sujet, bah, ce serait avec plaisir. Alors Victor Ferry est un stock picker. Un stock picker, ça veut dire qu'il se crée un portefeuille d'actions, d'ETF, bref, qu'il va aller sélectionner en fonction de certains critères. Donc sur sa chaîne, en fait, il présente un petit peu son expérience d'investisseur, il présente un petit peu ses stratégies. Il va y avoir une grande partie de sa communauté qui va être influencée par ces stratégies et qui du coup risque derrière de se lancer dans le stock picking. Et pour moi, ça c'est un problème. Et pour vous illustrer ça, je vais vous raconter une petite histoire. Alors il y a quelques jours, on m'a invité à une soirée, on m'a dit tu vas voir à cette soirée, il y a un trader, le mec a quitté son boulot, il est à fond là-dedans, tu vas pouvoir discuter avec lui. Ok, bon. J'ai bien envie de discuter avec lui, et je vous avoue que j'ai pas été déçu. On était d'accord sur absolument rien du tout. Et à un moment donné, il vient une question que je vais vous présenter, et vous me direz clairement dans les commentaires si vous trouvez que mon argumentation, elle est ridicule ou pas. Il m'annonçait que finalement les traders étaient capables d'avoir des performances, mais de folie. Il m'annonçait du 1% par jour. Bon, ce qui est absolument ridicule, on est tout à fait d'accord, mais bref. Je lui dis, si t'es un trader qui est capable de faire 1% par jour, pourquoi est-ce qu'il va s'emmerder à faire des vidéos, des formations sur YouTube? Il me dit clairement, peut-être que toi tu peux pas comprendre qu'il y a des gens qui réussissent et qui ont envie d'aider des autres, de les former et de les sortir un petit peu de la misère. Donc je lui dis ok, imaginons que moi demain je suis trader, j'ai une stratégie qui est extrêmement rentable, je fais du 1% par jour, ce qui est absolument pas possible, mais on s'en fout. Je me dis que j'ai envie d'aider les autres, et du coup je fais des formations. J'essaye d'apprendre le trading aux gens, sauf que finalement, je découvre une information relativement importante, je me rends compte que 99% des gens qui touchent au trading vont perdre leur argent. Si je suis quelqu'un de gentil, si je suis quelqu'un de juste, si je me rends compte que finalement j'essaie de former des gens, mais que j'essaie de former des gens à quelque chose qui finalement sera impossible à faire pour la plupart des gens, je m'arrête là, j'arrête le trading, j'arrête la formation trading et je continue à faire mon trading de mon côté. Dans les faits, c'est pas ce qui se passe sur internet, t'as des gens qui parlent de trading, et surtout qui te vendent le truc comme quoi ça va être accessible à tout le monde, alors qu'on sait que c'est absolument pas le cas. Quand on regarde un petit peu le fonctionnement de l'affiliation, l'intérêt il n'est pas de former des gens, mais plutôt de les arnaquer en leur faisant croire qu'ils vont changer de vie grâce au trading, ce qui est absolument faux. C'est le problème que j'ai avec le stock picking. Bien évidemment, Victor, si tu regardes cette vidéo, je ne te place absolument pas dans cette catégorie d'arnaqueur. Par contre, je comprends pas l'intérêt de présenter à des investisseurs potentiels des stratégies qui sous-performent dans la majorité des cas. On a les chiffres, on a les statistiques, on a les données, c'est l'avantage de la bourse. On sait que 96% des fonds qui ont une gestion active sous-performent le marché. Tu sais très bien qu'en tant que particulier qui se lance dans une gestion active, tes chances de battre le marché sur du long terme, elles sont quasiment nulles. Pourquoi présenter ça à ta communauté? Et c'est dommage, parce que si tu as envie d'apporter le maximum de valeur à ta communauté, je pense que tu as envie de faire en sorte qu'ils aient les meilleures performances possibles. Aujourd'hui, les orienter sur des stratégies actives, c'est les orienter sur des stratégies qui seront clairement pas les plus performantes en bourse. Il y a des biais que j'ai pu remarquer dans tes vidéos qui probablement expliquent le fait que tu te lances dans ce type de stratégie. Déjà, il y a clairement un biais de confirmation. Tu t'es lancé dans une stratégie de dividende, stock picking, qui aujourd'hui surperforme ton indice de référence, le S&P 500. Donc forcément, ça encourage à continuer à le faire et surtout à en parler à ta communauté. On sait que surperformer un indice de référence sur une période relativement courte, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est statistiquement faisable et tu as même de grandes chances d'y arriver. Le problème, c'est que sur une durée plus longue, 10, 15, 20 ans, c'est là que ça devient vraiment beaucoup plus difficile d'y arriver. Aujourd'hui, t'as pas encore le recul nécessaire pour voir si ta stratégie va te permettre de surperformer le marché. Ce qui t'encourage à continuer à le faire, c'est clairement un biais de confirmation. Rien ne garantit que la stratégie mise en place par Victor Ferry permettra de surperformer sur du long terme. À partir du moment où tu te lances sur une stratégie active en stock picking, tu considères deux choses. Soit que tu es plus intelligent que le marché, soit tu considères que tu as plus d'informations que le marché. Bonne chance pour celle-ci.
Tu surestimes probablement ton niveau de connaissance, ton niveau de compétence, en considérant que tu vas être capable de battre le marché. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose en tant qu'investisseur. À chaque fois que tu te positionnes sur les marchés, sur une entreprise, tu supposes que le marché se trompe. Et tu supposes aussi que la personne qui va prendre la position opposée à la tienne se trompe aussi. Je pense qu'il ne faut pas oublier contre qui tu joues quand tu prends position sur les marchés. Sur les marchés, il n'y a pas que des particuliers qui investissent comme ça pour s'amuser. Il y a des agents qui ont énormément de moyens. Il y a des agents qui ont des outils dont tu n'auras jamais accès, qui ont un accès à l'information extrêmement efficace. À chaque fois que tu prends position sur les marchés, tu prends le risque de tomber sur quelqu'un qui est mieux informé que toi. Comprenez bien que l'investissement, si vous l'abordez de manière passive, on est clairement sur un jeu à somme positive. Vous profitez de la croissance du marché des actions. À partir du moment où vous déviez de cette typologie de stratégie, vous rentrez dans un jeu à somme nulle. Pouvoir gagner, ça signifie qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui doit perdre. À chaque fois que vous comptez vous positionner sur les marchés, posez-vous la question de savoir quelle est l'information que vous avez aujourd'hui, que le marché n'a pas, ou que le marché a intégré, mais sur lequel il se trompe. Victor Ferry a fait récemment une vidéo dans laquelle il énonce l'ensemble des points qu'il regarde pour savoir s'il voulait intégrer ou pas une entreprise dans son portefeuille. La question que j'ai envie de poser, c'est quand tu regardes par exemple toutes ces informations, quand tu regardes le management de l'entreprise, que tu regardes les ratios de l'entreprise, que tu arrives à voir que c'est une bonne entreprise, qu'elle a des bons ratios, qu'elle est potentiellement sous-évaluée, est-ce que tu penses vraiment que le marché n'a pas déjà intégré ces informations? Est-ce que tu penses vraiment que le marché n'a pas déjà pricé ça? C'est-à-dire que le prix aujourd'hui de l'action ne reflète pas déjà ces informations-là. Ce qui se passe quand tu utilises ces informations-là, c'est-à-dire ton analyse, et que tu considères que c'est une bonne opportunité d'achat, tu considères que le marché n'a pas intégré ces informations, ou qu'il se trompe dans l'intégration de ces informations. Quand je regarde ton analyse, je vois pas d'informations aujourd'hui qui me font dire « Ah ouais, là je tiens une information et je pense que le marché, il se trompe, et je pense pouvoir profiter de cette erreur de marché, de cette inefficience de marché, pour pouvoir générer de la performance. » Absolument pas. Troisième biais que j'ai identifié, toujours par rapport au stock picking, c'est le fait de penser que mettre en place une stratégie complexe, ça va être un moyen de générer plus de performance. La bourse est le seul domaine où vous avez beau avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expertise, sans pour autant être capable de générer une performance supplémentaire. L'objectif d'une stratégie active, c'est de générer ce qu'on appelle de l'alpha. C'est arriver à générer un surplus de performance pour un niveau de risque ajusté. Il faut toujours faire le lien entre la performance et le niveau de risque. L'objectif en gestion active, ça va être par exemple d'arriver à générer une performance supérieure au marché sans avoir un niveau de risque supérieur au marché. C'est ce qu'on va appeler de l'alpha. À partir du moment où vous voulez générer de l'alpha, il y a deux forces qui vont s'opposer. La capacité à générer de l'alpha et tous les biais comportementaux qui peuvent survenir. C'est un des éléments qui peut expliquer les mauvaises performances des gens en bourse. En d'autres termes, ça veut dire qu'à partir du moment où vous dérivez du portefeuille de marché, vous prenez le risque que vos biais prennent le dessus et vous fassent avoir des performances en bourse qui sont clairement pas folles. Le deuxième point qui revient super souvent dans les vidéos de Victor Ferry, c'est le fait de dire si vous êtes intéressé par la bourse, il faut clairement faire autre chose parce que les ETF c'est pour les débutants. Non, non, non et non. La gestion passive, c'est pas pour les débutants. La gestion passive, c'est pour les gens qui veulent gagner en bourse. Les chiffres sont là, les données ils vont clairement dans le sens de la gestion passive aujourd'hui. C'est probablement pour la majorité des gens le meilleur moyen de gagner de l'argent en bourse. Il y a une grosse confusion qui est faite et que je vais balayer de suite. On se dit de suite que avoir une stratégie simple, c'est pour les débutants et ça va engendrer des performances moins importantes. Et d'un autre côté, on va avoir des stratégies complexes qui vont s'adresser à des experts et qui vont permettre d'avoir des performances supplémentaires. La bourse ne fonctionne absolument pas comme ça. On a des stratégies qui performent bien et on a des stratégies qui performent moins bien. Quand on regarde les stratégies qui performent bien, aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement c'est des stratégies qui sont relativement simples à mettre en place. Quand on regarde les stratégies qui performent moins bien, on se rend compte qu'on est généralement sur des stratégies qui sont plus complexes. Donc c'est une bonne nouvelle pour la majorité. Effectivement, mettre en place une stratégie simple, ça permet d'accéder à une stratégie qui est performante. Et ça c'est une bonne nouvelle et on pourrait s'arrêter là pour 99% des gens. Aujourd'hui, vous avez une stratégie performante qui est simple à mettre en place. Basta. La critique de Victor, c'est de dire ok, ouais, mais ça, c'est pas des gens qui s'intéressent à la bourse. Je suis pas d'accord. Déjà parce que je suis un contre-exemple. Alors, bien évidemment, je représente pas la majorité des personnes, mais je suis un
passionné de bourse et j'ai choisi de mettre en place une stratégie passive qui, effectivement, c'est un hasard, c'est simple à mettre en place. Et tant mieux, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aux gens. Maintenant, si vous êtes un petit peu intéressé par la bourse et que vous souhaitez comprendre pourquoi les stratégies passives sont efficaces, pourquoi elles sont performantes, qu'est-ce qui explique la mauvaise performance des stratégies actives, je peux vous le dire, on rentre d'un coup dans quelque chose d'extrêmement, extrêmement complexe. Et je vais vous dire pourquoi. L'investissement n'est pas une science exacte. Personne ne peut arriver aujourd'hui et vous dire l'investissement, c'est ça, le marché fonctionne comme ça, il faut faire ça. Il y a énormément de questions qu'on se pose en ce qui concerne l'investissement. Et je peux vous dire, il y a très peu de questions sur lesquelles tout le monde va être d'accord. Il y a très peu de consensus en ce qui concerne l'investissement. Aujourd'hui, ça fait un petit peu plus de 100 ans que vous avez des gens qui cherchent à comprendre comment le marché fonctionne, qui cherchent à répondre à tout un ensemble de questions. Et on a fait énormément de progrès en ce qui concerne la compréhension des marchés. Le débat et la problématique peut-être la plus importante de ces 70 dernières années, c'est la question de l'efficience des marchés. Vous pourriez passer des milliers et des milliers d'heures à vous former sur cette notion d'efficience des marchés. C'est probablement une des notions les plus importantes. Pourquoi? C'est une des notions qui a drivé tout ce qui s'est fait derrière en termes d'investissement. Toutes les stratégies que vous allez pouvoir étudier en bourse vont avoir une notion directe ou indirecte avec la notion d'efficience de marché ou d'inefficience de marché. Si vous essayez de comprendre pourquoi les stratégies passives fonctionnent, vous avez clairement plus de 70 ans de recherche là-dessus qui essayent de comprendre les tenants et les aboutissants du marché. Et aujourd'hui, vous avez énormément de points de vue différents. Et en fonction de ces points de vue, derrière découlent des stratégies différentes. Vous devez être en mesure de comprendre la réflexion qui vient en amont de chaque stratégie d'investissement. Donc je peux vous garantir que vous pouvez être un investisseur passif, passionné par la bourse, vous former et rester sur des stratégies passives. Je dirais qu'aujourd'hui, les stratégies passives, c'est une mise en place extrêmement simple d'un processus de compréhension des marchés qui est extrêmement complexe. Les gens aujourd'hui vous présentent des stratégies, ils ne comprennent pas du tout ce qu'il y a derrière. Et ça, je trouve ça dommage. Le dernier point que j'ai choisi, mais pas des moindres, c'est en ce qui concerne la stratégie dividende. Alors la stratégie à dividende, c'est clairement un truc à la mode. On voit ça de partout. Et je vais vous donner mon avis sur cette typologie de stratégie. Pour moi, les stratégies à dividende ne reposent sur absolument rien du tout. Selon moi, l'objectif d'une stratégie, c'est de baser cette stratégie sur des facteurs qui permettent d'avoir de la performance. Ça fait super longtemps et c'est un des sujets d'étude les plus importants, qu'est celui de comprendre les facteurs de performance des actions. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez des actions qui performent bien? On sait aujourd'hui qu'il existe une relation entre la notion de risque et la notion de performance. On sait que s'exposer à certains facteurs de risque permet d'aller chercher de la performance. On a fait énormément de progrès en ce qui concerne la compréhension des facteurs qui permettent d'expliquer les performances des actions. Quand vous prenez deux portefeuilles d'actions aujourd'hui, les avancées nous permettent d'expliquer à plus de 95% les différences qu'il peut y avoir entre deux portefeuilles. Je peux vous garantir que les études ont testé énormément de facteurs pour essayer de savoir quels facteurs permettent d'avoir de la performance. Parmi ces facteurs, on a notamment le facteur marché, le facteur value, le facteur size, le facteur profitabilité, le facteur investissement. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. De nombreuses études ont testé le facteur dividende ou appréciation du dividende. Ce n'est absolument pas un facteur pertinent. En d'autres termes, si aujourd'hui vous prenez deux entreprises qui sont exposées de la même manière au facteur pertinent aujourd'hui, et que vous prenez une des deux entreprises qui verse des dividendes et qui est capable de faire une appréciation de son dividende au cours du temps, et que vous prenez une deuxième entreprise qui ne verse absolument pas de dividendes, aujourd'hui, on sait que cela n'aura aucun impact sur la performance de ces deux entreprises. Baser une stratégie d'investissement sur le dividende ou la croissance du dividende n'a aucun intérêt, ça ne permet en aucun cas d'aller chercher de la performance supplémentaire. Pour ceux qui vont me dire pourquoi vous avez des indices dividendes qui surperforment le marché, c'est notamment à cause d'une surexposition à certains facteurs pertinents tels que la profitabilité et le facteur value. Imaginons que vous mettez en place une stratégie dividende, que vous ne vouliez pas faire de stock picking, mais que vous répliquez un indice qui est orienté dividende. Une surperformance au marché sera expliquée non pas par le fait que ces entreprises versent un dividende ou augmentent leur dividende au cours du temps, mais parce qu'elles ont une exposition supplémentaire aux facteurs value et profitabilité. Je sais que c'est un petit peu plus complexe que ce que vous pouvez voir habituellement, mais ce sont les faits.
Pour l'investisseur, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à faire la distinction entre appréciation du capital et versement du dividende. Le dividende n'est pas de l'argent gratuit comme on pourrait le penser. C'est prouvé que tu pourrais tout à fait te constituer un portefeuille d'actions qui ne verse absolument pas de dividende et te créer un dividende artificiel en vendant une partie de tes actions. Ça ne change absolument rien du tout. Ça change en fait peut-être une chose, la possibilité de ne rien vendre du tout, de ne pas te verser de dividendes et donc d'être plus efficient fiscalement. Bref, je pourrais clairement faire une vidéo d'1 heure sur l'impertinence des stratégies dividendes. Je ne dis pas que les dividendes ne servent absolument à rien, effectivement, c'est une composante importante de la performance long terme, notamment des marchés. Sélectionner des entreprises en fonction du dividende, de l'appréciation du dividende au cours du temps, n'a absolument aucun intérêt. Je voulais vous donner mon point de vue sur la vision finalement de Victor Ferry, vous donner un point de vue différent, vous dire que finalement je suis pas forcément d'accord avec lui. C'est pas pour ça que je vous invite pas à regarder sa chaîne, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement encourageant, c'est quelqu'un d'extrêmement motivant. Est-ce que je vous inviterai à faire la même chose que lui en termes d'investissement ? Probablement pas, mais ce n'est que mon avis, je suis sûr que Victor Ferry ne serait pas d'accord avec moi, et si un jour il veut échanger à ce sujet, ce serait un plaisir. Bref, j'en ai fini avec cette vidéo, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver, si ce que je vous ai apporté aujourd'hui, vous trouvez que ça a de la valeur, vous n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un j'aime, à partager. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Victor Ferry, à dire « Antoine Jacinto a fait une vidéo, va la regarder, ça peut être intéressant ». Bref, à très bientôt.